La romancière Delphine de Vigan, prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens pour D'après une histoire vraie en 2015, était jeudi 26 février 2026 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, à l'occasion de la parution de Je suis Romane Monnier aux éditions Gallimard, une fiction et une critique inquiète et délicate sur notre société archi-connectée. Elle était en dialogue avec Jean-Antoine Loiseau. Merci d'abord Delphine de Vigan d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche. On s'était rencontrés il y a un moment, rien ne s'oppose à la nuit, c'était en 2011 dans les Landes, et j'avais eu le plaisir aussi de vous retrouver ici à Toulouse, c'était à la médiathèque Cabanis à l'époque, pour D'après une histoire vraie. Aujourd'hui vous êtes là pour évoquer Je suis Romane Monnier aux éditions Gallimard. On a commencé un petit peu à discuter avant la rencontre et je vous disais, ça me faisait penser à un titre un peu à la Modiano, à la Patrick Modiano. Il y avait notamment Dora Bruder. Alors peut-être qu'on peut parler du titre. Tiens, finalement, est-ce que les titres pour vous c'est important et est-ce que pour celui-ci, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parte sur les traces en effet du smartphone, qu'on plonge dans le smartphone de Romane Monnier, dont va hériter donc Thomas, un personnage assez central dans le livre. Après, je vous poserai des questions sur l'origine, bien sûr, du livre et sur le livre qui m'a énormément touché, comme à chacun de vos romans, Delphine. Quel est le choix du titre? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vient rapidement ou sur lequel vous travaillez beaucoup? Est-ce qu'il y a des échanges avec votre éditeur? Et comment ça s'est passé précisément pour celui-ci? Je suis Romane Monnier. Oui, le titre, c'est très important. Souvent, d'ailleurs, le titre est un peu comme un phare dans la nuit, dans la nuit de l'écriture, vers lequel je tends. J'ai toujours un titre de départ qui, d'une manière générale, a été le titre d'arrivée. Mais là, ça n'a pas été le cas. J'ai commencé ce roman, je voulais l'appeler Les Traces. D'abord, je trouvais ça beau, et puis il me semblait que voilà, c'était vraiment un des thèmes qui traversait, qui imprégnait fortement l'idée que je me faisais du roman quand je l'ai commencé. Sans me rendre compte, ou j'en avais vaguement entendu parler, mais je crois que je l'ai un peu ignoré, qu'en réalité, c'est un titre qui avait été déjà utilisé par une romancière qui s'appelle Delphine Coulin. Et donc voilà. Mais néanmoins, j'ai avancé avec ce titre de travail, et c'était important. Et ensuite, évidemment, il a fallu en changer. Et là, diverses hypothèses sont apparues assez vite. Ça a tourné autour de Romane. J'aimais bien cette idée d'ailleurs d'un roman qui s'appellerait Romane, et on verrait sur la couverture Romane roman. Je trouvais ça assez beau. Romane Monnier, parce qu'en effet, j'aimais ce nom, et je l'ai choisi aussi pour sa consonance ou sa sonorité un peu modianesque, en toute modestie. Voilà. Et puis, mais voilà, personne n'était très satisfait ni par Romane ni par Romane Monnier. Et à vrai dire, c'est mon compagnon qui, quand il a lu le manuscrit une fois terminé, parce que je ne fais jamais lire avant, cette phrase apparaît à un moment donné dans le roman. Il m'a dit, mais en fait, pourquoi pas Je suis Romane Monnier? Et là, je me suis dit, oui, c'est ça. Enfin voilà, tout d'un coup, il y a une espèce d'évidence. Et j'en ai parlé chez Gallimard, et tout le monde était enthousiaste pour ce titre. Et c'est vrai que si on réfléchit, je suis, c'est le verbe être, mais ça peut être aussi le verbe suivre. Je suis. Oui. Il y a ce côté, parce que finalement, c'est un peu ce que va faire Thomas, j'y pense là, finalement en plongeant dans le téléphone dont il hérite par erreur, on va dire, un beau soir. Il est dans un bar avec un copain. Bon, et il y a Romane Monnier qui est assise à côté de lui et qui entend. On peut penser qu'elle entend peut-être une conversation qu'il a lui avec son ami Nathan, si je me souviens bien. Et il se réveille le matin. La première chose qu'il fait, c'est de pousser son bras, d'attraper son smartphone. C'est le même. Alors il se dit c'est le mien. Et en fait, voilà. Donc elle a été. Est-ce qu'il y a eu une étincelle, un déclencheur à l'écriture de ce livre? Vous aviez dans Les Enfants sont rois, qui était votre précédent roman, c'est il y a 5 ans, je crois à peu près, évoqué les réseaux sociaux, un peu l'importance des réseaux sociaux dans nos vies. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment le numérique. Qu'est-ce qu'on laissera comme trace, entre autres, dans ce livre très riche et qui peut se
on peut se l'approprier par différentes entrées possibles. Il y a la famille, il y a l'enfance, on va en parler de tout ça, mais quelle a été peut-être l'étincelle de départ, si tant est qu'il y en ait eu une? C'était peut-être plusieurs... Je n'aime pas parler de thème parce que je pense que... Oui, mais en tout cas, sans doute plusieurs étincelles. Déjà, c'est vrai que, par exemple, vous évoquiez les enfants sont rois. Je sais dater très précisément le moment où j'ai eu l'idée de ce livre, ou en tout cas l'envie, l'élan d'écrire là-dessus. Je suis tombée un jour complètement par hasard sur un reportage qui mettait en scène qui montrait des enfants influenceurs. Déjà, ce nom enfant influenceur, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Et de voir ces enfants, comme Thomas cherchant son téléphone, j'ai tendu le bras pour chercher mon carnet en me disant c'est pas possible, je vais écrire quelque chose là-dessus. Et là, je sais vraiment dater le point de départ. Pour Je suis Romane Monnier, c'est un petit peu plus confus, ou probablement que ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a déjà plus de 10 ans, parce que je pense qu'il devait avoir 16 ans, 17 ans, cette histoire de téléphone échangé est arrivée à mon fils. Mon fils, auquel je venais d'offrir un nouveau téléphone, car il avait perdu déjà le précédent dans la neige, en jouant avec des amis. Donc, on va dans l'après-midi acheter un nouveau téléphone. Le soir même, il ressort avec ses mêmes amis dans un bar, et il rentre avec un téléphone, il s'en rend compte le lendemain, un téléphone qu'il ne peut pas allumer, et pour cause, ça n'est pas le sien. Et il est beaucoup moins neuf que le sien. C'est la même marque, c'est le même modèle, mais beaucoup moins récent. Et donc voilà, évidemment, au-delà de la contrariété, je crois que je me suis dit à ce moment-là, c'est quand même très très romanesque cette histoire de téléphone échangé, d'autant plus qu'il ne savait absolument pas expliquer, un peu comme Thomas d'ailleurs, comment ça avait pu se produire, à quel moment ça avait pu se produire en fait, comment il se retrouvait en possession de ce téléphone. Alors j'ai pensé qu'avec le temps, parce que parfois il y a des révélations a posteriori qui peuvent se faire quand nos enfants deviennent de jeunes adultes, il arrive qu'on découvre, qu'on apprenne, qu'on explique certains mystères. Et là non, ça n'a pas été le cas. Non, j'ai eu beau essayer de lui tirer les verres du nez, là en plus lui dire écoute, j'ai un point de départ d'un roman, c'est cette histoire, raconte maintenant et tout. Non, il s'en souvient pas. Donc voilà, et puis c'est resté sans aucun doute dans un tiroir, comme un certain nombre de choses, dans un tiroir de ma mémoire. Et puis voilà, beaucoup plus récemment, cette question des traces de cette intimité que contiennent nos téléphones a commencé à m'interroger, à m'intriguer, à me perturber sans doute. Et souvent l'écriture part de là d'ailleurs en ce qui me concerne, c'est-à-dire des questions que je me pose qui m'angoissent éventuellement, ou en tout cas des choses qui m'intriguent. Et qu'est-ce qu'on fait du téléphone de quelqu'un qui meurt, par exemple? Qu'est-ce que contient le téléphone d'une jeune femme de 29 ans, etc. Tout ça a fait que je suis partie dans l'idée de... Je me suis dit, c'est un très bon point de départ, et puis j'ai tiré moi-même le fil, un peu comme Thomas le fait d'ailleurs, une fois qu'il est en possession de cet objet. Les personnages... alors pourquoi une femme? Pourquoi une femme de 29 ans, de 30 ans, de cet âge-là précisément, qui est en effet donc d'une autre génération? C'était pour vous évident au départ? Évident, je ne sais pas, en tout cas c'est ça. Pardon, c'est ça qui m'est venu, parce que probablement, évidemment, une jeune femme de 29-30 ans, elle n'a pas du tout la même utilisation de son téléphone que moi. Elle a déjà une agilité indéniable que je n'ai pas. Et puis, je me suis assez vite dit que oui, probablement, elle utilisait des fonctionnalités, des applications que je n'utilisais pas moi-même, ou parfois même dont j'ignorais l'existence. Et je ne sais pas, après, c'est vrai que c'est assez étonnant pourquoi un personnage est un homme, pourquoi un personnage est une femme, pourquoi on attribue à un moment donné un âge plutôt qu'un autre. Je ne saurais pas dire. 29 ans, c'est à peu près l'âge de mes enfants, en tout cas. Donc, il y avait aussi... parce que vous le disiez, le roman, j'espère, interroge beaucoup de questions, et beaucoup de questions de notre époque. Donc, voilà, c'est parce que moi, je suis sensible à la manière dont mes enfants évoluent dans l'époque qui est la nôtre, et probablement que ça contribue à me donner envie d'essayer de créer un personnage qui a cet âge-là.
Alors Thomas s'interroge, on est page 41 dans le livre. A-t-il le droit de faire ça, d'entrer dans le smartphone de la jeune femme comme dans une pièce interdite? A-t-il le droit de passer en revue ses derniers messages, l'historique de ses recherches et de ses déplacements, la liste de ses amis, la conversation qu'elle entretient avec sa mère, le nom de sa banque, celui de ses médecins, le nombre de pas qu'elle effectue par jour, les villes dont elle surveille la météo? La mémoire de l'objet est immense, il le sait. Cet objet de 7 cm sur 15, qui pèse moins de 300 grammes, contient une vie. Il recèle le plus poétique et le plus prosaïque, le plus exposé et le plus intime. Il abrite des confidences, des souvenirs, des déclarations, des espoirs et des déceptions, une multitude de rendez-vous et de conversations dérisoires, des QR codes et des numéros clients, des disputes, des contrariétés et des pensées oubliées, des cartes de fidélité et des lettres de rupture. Cet objet est le lieu de la connexion et du secret, du rituel et du refuge, des rêves et des regrets. Voilà à quoi songe Thomas, le smartphone calé dans sa paume. Aujourd'hui, le téléphone d'une jeune femme de 30 ans contient bien plus que tous ses placards et tiroirs réunis. Aujourd'hui, son téléphone en dit plus sur elle que les 10 cartons d'archives qu'elle n'entreposera jamais dans une cave ou un grenier. Et là, finalement, on est déjà au cœur un peu du roman, puisqu'il y a cette... Alors, il faut dire aussi que c'est intéressant de le souligner, Thomas travaille en plus dans une... Enfin, c'est pas toute sa vie, mais à un moment donné, il travaille dans une imprimerie. Enfin bon, il dit même qu'il est étonné, je crois me souvenir lui-même, de l'importance que le papier a encore, du besoin que les gens ont finalement d'imprimer leur mémoire pour les étudiants. Enfin, il y a tout cet aspect finalement. Donc, il y a cette thématique des traces, en effet, des traces physiques du papier et des traces numériques. Un peu ça, finalement. Oui, bah c'était évidemment, ça m'amusait de le placer lui dans cette petite boutique de reprographie, d'imprimerie reprographie. Donc il est un peu à l'inverse de l'époque numérique dans laquelle nous évoluons. Et en même temps, parce que je me suis documentée pour raconter ça m'intriguait d'ailleurs moi-même de savoir comment ces petites boutiques, il y en a pas mal à Paris, survivent aujourd'hui. Et j'ai interrogé une ou deux personnes, en particulier une jeune femme qui travaille dans une boutique pas très loin de chez moi, et elle me disait, mais au fond, tous ces moments un petit peu sacrés de la vie, le mariage, la naissance, le décès, etc., continuent de faire l'objet de traces papier. Donc, et c'est très important dans leur activité. Ça reste d'ailleurs, en tout cas là dans cette boutique, elle me disait, et les tracts, et une forme de tract publicitaire qui subsiste aussi bizarrement, c'est vraiment l'essentiel de leur activité. Donc voilà, et Thomas, lui, évidemment, quand il se plonge dans ce téléphone, il a bien conscience qu'il est d'une autre génération, et que là où lui, il a gardé par exemple dans une boîte à chaussures les traces, puisqu'on en parle, d'un amour passé, et d'un chagrin d'amour. Il a gardé aussi trace de son père, de sa mère, de ses parents qui sont morts tous les deux. Ça, il me semble que n'importe qui d'un certain âge a déjà en sa possession ces petits cartons, ces souvenirs qui prennent une forme matérielle. Or, probablement, les souvenirs de demain, les archives de demain, elles seront quand même en grande partie immatérielles, parce qu'on n'écrit plus de lettres, parce que de lettres qui passent par la poste, je veux dire, parce que beaucoup de gens n'écrivent plus leur journal ou leurs notes intimes sur du papier. Beaucoup de gens, d'ailleurs de diverses générations, utilisent le téléphone, etc. Et donc, à la fois, on a le sentiment que le téléphone garde toutes nos traces, et on en parle beaucoup d'ailleurs de ces traces que l'on laisse un peu dans toutes nos activités, et parfois à notre corps défendant. Mais est-ce que ces traces ne sont pas précisément parce qu'elles sont si nombreuses, parce qu'elles sont pléthoriques, parce qu'elles mêlent le plus anecdotique et le plus important, le plus précieux, est-ce qu'elles ne sont pas plus volatiles que ce qu'on imagine? Voilà. Et donc lui, il a 47 ans, il est un peu à ce carrefour. Enfin, il a connu cette vie d'avant, parfois un peu fantasmée, d'ailleurs par des gens plus jeunes. Cette vie d'avant le numérique, et en même temps c'est un homme qui utilise, enfin voilà, comme beaucoup d'entre nous, il a un smartphone, il a beaucoup de choses passent par son téléphone, et notamment d'ailleurs sa relation avec autrui, parce qu'on a confié notre relation aux autres, pour la plupart d'entre nous, en tout cas on l'a confié à notre téléphone.
Et à un moment donné, du reste, on est un peu plus loin dans le livre, je crois que c'est Roman qui... je dis c'est Roman, mais Roman est absente, on est très présente par le biais de évidemment de son téléphone. Donc, à force de nous exposer, ne risquons-nous pas de disparaître, et à force de laisser nos traces partout, tout le temps, de n'en laisser aucune. C'est ce que vous venez un peu de... Dans 30 ans, que restera-t-il de nos likes, de nos avis, de nos indignations fugaces, de nos révoltes virtuelles, noyées dans la masse infinie des données numériques? Que restera-t-il de nous? C'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça un petit peu vertigineux, et d'autant plus qu'encore une fois, ces téléphones contiennent des choses extrêmement précieuses, des échanges extrêmement précieux. Moi, je pense par exemple, alors moi j'ai une petite propension, peut-être limite un petit peu pathologique, à garder beaucoup de choses et à tenter malgré tout d'archiver un certain nombre de choses. Par exemple des emails, etc. J'ai des emails auxquels je tiens beaucoup que j'ai imprimés par peur qu'à un moment donné quelque chose explose, je ne sais pas quoi, et qu'ils disparaissent. Mais les fils SMS, les conversations qu'on a par SMS avec nos amis, nos amours, nos enfants, elles contiennent à la fois des choses extrêmement, qui n'ont absolument aucun intérêt, du style à quelle heure on se retrouve au cinéma, n'oublie pas la baguette, etc. Et en même temps des mots d'amour et parfois ça peut faire suite, j'en sais rien, à une douleur, à une dispute. Il y a des mots comme ça très précieux qui s'échangent sur ces fils de conversation qu'on ne peut pas réellement isoler. Alors bien sûr qu'il y a des tas de systèmes de sauvegarde, mais finalement, moi je me suis rendu compte aussi que tous ces outils éventuellement on conserve avec l'idée que ça va nous aider à garder tout ça, j'ai l'impression parfois qu'on lutte contre, que le combat est inutile. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, une universitaire qui s'intéressait à différents travaux en l'occurrence de 3 femmes écrivaines m'a demandé si je pouvais retrouver les manuscrits de mon premier roman, Jour sans fin. Et donc, j'avais alors des manuscrits, j'avais des notes un petit peu sur des carnets, etc. Mais les versions, ce qui l'intéressait, c'était d'éventuelles versions préparatoires, des versions antérieures, etc. Aujourd'hui, je les ai, ces versions, pour tous mes romans. Je numérote chaque jour une version du roman. Donc, quelqu'un qui se pencherait là-dessus, c'est d'ailleurs pas dans l'idée que quelqu'un s'y penche, mais plutôt de m'y retrouver moi-même, à dire vrai, voit exactement l'évolution de l'écriture, les éventuelles corrections, les choix à un moment donné de suppression, de ci, de ça. C'était ça qui l'intéressait. Et donc, ces versions, je les avais sur disquette. Et les disquettes, alors, il y a des gens sans doute parmi vous qui n'ont pas connu les disquettes. Sûrement. C'était des petits carrés comme ça qu'on glissait dans un lecteur de disquettes que j'avais pris soin de conserver. Donc, en me disant, justement, je savais que j'avais des choses auxquelles je tenais sur des disquettes. Bon. Eh bien, en réalité, je n'ai jamais pu les récupérer parce que, alors, il aurait, oui, sans doute fallu, et c'était pas le moment, j'étais en pleine écriture, justement, de Je suis Roman Monnier. Sans doute que si j'avais fait appel au grand spécialiste mondial de la disquette, il aurait réussi à en extraire quelque chose. Mais de fait, les ordinateurs actuels ne sont pas capables de lire, ne reconnaissent pas le lecteur de disquette, le lecteur lui-même. Donc j'en ai même été jusqu'à en acheter un autre en me disant peut-être qu'il est fatigué, etc. Hop, j'en ai mis un autre, mais ça n'a pas marché non plus. Et donc oui, par moments je me dis en fait toutes ces choses. Un ami m'a dit il y a pas longtemps, parce que j'avais gardé pas mal de choses sur des CD-ROM, des images. Je me dis mais surtout oublie ça. Je suis sûre que la moitié de tes CD-ROM ne sont même plus lisibles, etc. Donc voilà, il y a une volatilité de ces traces, me semble-t-il. Et si on souhaite, et c'est quand même le cas, je pense de plusieurs, de pas mal d'entre nous, garder trace de ces moments importants de notre vie, ça va être une vraie question. Alors, c'est vrai c'est un livre qui fonctionne beaucoup par petites touches, parce que on peut pas non plus, faut s'arrêter un moment, on peut pas en dire trop non plus, parce que il y a dans la construction qui est très très subtile, Delphine de Vigan. Finalement, pour le lectrice et lecteur qui vous lit, on voit qu'en effet, il va s'élaborer des liens, si je puis dire, entre la vie de Thomas et celle de Roman Monnier qu'il découvre en voyageant dans son smartphone, si je puis dire, en y allant progressivement, parce qu'il ne sait pas par quelle boule prendre au début, par comment. Alors il va peut-être recherche par mots-clés. Alors, ce que je trouve également très réussi dans votre roman, Delphine, c'est que
vous employez plusieurs langages. Il y a à la fois une narration où on suit les personnages, une narration relativement classique, entre guillemets, et en même temps, on axe les téléphones, smartphones, les SMS qui s'échangent avec les amis, la famille, les conversations enregistrées aussi, les vocaux que vous reproduisez. Et tout ça, finalement, concourt à une construction, je trouve, où il y a finalement, on voit l'intérêt que vous avez pour en tant que romancière, pour le rapport à la langue et aux différentes langues, différents langages, je trouve. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, d'entrée de jeu, vous vouliez mettre en avant? Oui, tout à fait. C'était vraiment au cœur de ma démarche et je savais en entamant l'écriture que c'était probablement une des choses qui allait le plus m'occuper et trouver comment rendre compte de ces différents langages sans que ce soit artificiel, sans que ce soit gadget, sans que ce soit fastidieux et que ça ne nuise pas à la narration, puisque en effet celle-ci repose avant tout, et vous l'avez dit, sur une narration assez classique qui concerne Thomas, et c'est quand même à travers ce personnage qu'on va découvrir, on va voyager, j'aime bien ce mot voyage, parce qu'on va voyager avec lui dans le téléphone, et d'ailleurs ce voyage, la manière dont il progresse dans le téléphone raconte autant de lui que d'elle, parce que précisément il y a tellement d'informations que s'il navigue comme ça, c'est parce c'est sa propre sensibilité qui le conduit à chercher plutôt telle ou telle chose. Et puis voilà que au-delà de cette narration, je voulais vraiment donner à voir le téléphone d'une certaine manière. Je me disais, il faut faire rentrer un téléphone dans un livre, mais ça peut pas. Évidemment, il faut inventer quelque chose. Il faut inventer ces langages qui ne peuvent pas être complètement mimétiques non plus, parce que je pense que ce serait illisible si je m'étais contentée de reproduire la langue des SMS ou celle des messages vocaux. Bien sûr que je voulais qu'on puisse deviner ces différents registres de langage, que tout de suite même il y ait quelque chose d'assez immédiat, tout en essayant de faire en sorte que ça reste de la littérature. Et ça, c'est pas forcément, c'était un petit peu acrobatique par moments, j'en conviens, mais en tout cas ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, et de rendre compte par exemple d'une oralité. Ça, je l'ai fait dans d'autres romans, puisqu'en effet, vous le disiez, Romane Monnier, elle enregistre beaucoup de ses conversations. Parfois à l'insu même de ses... Parfois à l'insu même des gens qui l'entourent. Et donc, voilà, c'était très intéressant, vraiment, de trouver ce chemin qui n'est pas complètement mimétique, encore une fois, où il ne s'agit pas de reproduire exactement la langue qu'on essaye de raconter, mais de trouver malgré tout un chemin qui l'évoque, un chemin littéraire qui l'évoque. Alors, j'aime énormément le personnage, je suis pas le seul, je pense, de Thomas. Je trouve que c'est un être... on sent chez vous, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je me lance, Delphine de Vigan, une espèce d'empathie, enfin, dans ce livre-là particulièrement, je trouve. Alors, Romane Monnier, on la découvre à travers son téléphone, donc on peut pas... Mais en même temps, au début, elle a quand même un échange direct, mais toujours par téléphone avec Thomas, parce que quand il veut, il lui dit, mais je vous rends votre téléphone et moi, je veux récupérer le mien. Il y a un échange. C'est ça qui est très curieux, comme on n'en a pas parlé, mais comme geste de Romane, c'est qu'elle lui dit non, gardez-le. Enfin, c'est pas. Oui, c'est très mystérieux. En lui donnant les codes d'accès. Elle lui donne les codes d'accès. Donc, d'une certaine manière, elle l'invite à entrer dans le téléphone. Et par cet échange un peu étrange, où effectivement, par 2 fois, elle lui dit gardez-le, au moment où lui veut simplement que chacun récupère le sien, elle crée évidemment le mystère qui va l'inciter, malgré tout, à voyager, évidemment, à l'intérieur du téléphone. Je parlais, de votre empathie pour les personnages. Oui, et de mais Thomas, c'est vrai, notamment. mais Enfin, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Oui. Et je dois dire que manifestement, les lectrices et les lecteurs aussi, parce que là, maintenant, ça fait un petit moment que le livre a paru, et souvent les gens me disent « Ah, mais on l'adore, mais qu'est-ce qui devient ?» Oui, on me demande des nouvelles. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça va? Je dis « Ça va, non, ça va bien, ça va bien. » Merci, tout va bien. Voilà, oui. Et non, mais c'est vrai qu'en plus, je dois dire, et c'est pas toujours le cas, c'est un personnage que j'ai eu du mal à quitter, en tout cas, auquel je me suis attachée un peu comme s'il existait pour de vrai, comme disent les enfants. Et ça m'était déjà arrivé, mais en général, je suis tellement contente d'avoir fini un livre que je suis plutôt contente que les personnages continuent de vivre leur vie sans moi. Mais là, il y avait une forme d'attachement un peu particulier à ce personnage de Thomas. Alors, je disais justement la construction du roman, qui est par petites touches, parce que c'est vrai que progressivement, on va découvrir
découvrir. Alors, ça revient un peu sur l'enfance, à un moment donné, sur leur adolescence, à l'un à l'autre, le rapport avec les parents. J'en dis exprès pas plus, parce qu'après, je trouve que si on rentre trop dans le... il y a quand même des effets, des surprises, des découvertes que lectrices et lecteurs font au cours de l'échange. C'est un roman aussi, je trouve, personnellement, aussi sur la famille qu'on a en naissant, voilà, la famille qui est là, et la famille aussi peut-être d'adoption, des amis qu'on s'invente aussi. Notamment, je pense à Thomas à travers ses relations très tendres, très chaleureuses avec son ami Nathan, sa compagne Nour et leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du... Je vais noter un passage où vraiment le plaisir qu'il a d'aller chez eux, c'est toujours un refuge. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous souhaitiez aussi mettre en avant, et je trouve que c'est important dans le livre également. Oui, bien. Oui, ça, c'était très important pour moi. Au-delà, finalement, enfin, c'est pas tant un livre sur le téléphone que sur les liens sur les liens que le téléphone contient, ou sur cette espèce de va-et-vient qui va se faire pour Thomas entre sa propre histoire et celle de Roman Monnier, puisque en effet, assez vite, il découvre à partir du moment où il entre un peu dans l'intimité de cette jeune femme, qu'il y a pas mal de coïncidences avec sa propre vie, pas mal d'échos, et ça va l'amener en contrepoint en permanence, lui, à revisiter un certain nombre de choses de son histoire. Mais dans les deux cas, si vous voulez, il n'est question finalement que de ça, que des liens, les liens qui nous unissent. Donc effectivement, les liens familiaux, et c'est important pour Romane Monnier, puisqu'elle a toute une question autour de son histoire, toute une interrogation autour de son histoire familiale. L'histoire familiale de Thomas, disons qu'il n'est pas forcément parti avec tous les meilleurs atouts dans la vie. Et là aussi, on la découvre à mesure qu'on avance dans le roman. Et puis, il y a les liens qu'on fabrique, enfin ceux vraiment qu'on décide, en effet, cette amitié qu'il a avec ce couple qu'il a rencontré, cet ami de lycée et sa compagne, et le refuge que ça constitue pour lui, et cette idée, ça c'est quelque chose que j'ai abordé dans d'autres de mes romans, que certains de nos amis modifient profondément notre vie. Ça, moi, je le crois. J'ai vraiment des amis très précieux, très chers, dont je peux dire que si je ne les avais pas rencontrés, ma vie n'aurait vraiment pas été la même. Et donc voilà, j'avais envie d'explorer ça, de revenir à ça. Et puis il y a sa fille, bien sûr, puisque Léo, Léonore, en fait, qui s'appelle Léonore, mais que tout le monde appelle Léo, et qui lui est arrivé un petit peu sur la tête, tel un météorite, un jour où il n'avait pas du tout prévu d'être père. Et d'ailleurs, il n'avait pas forcément vu un enfant de très près jusque-là. Et voilà. Moi, j'aime ce personnage, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens l'aiment, c'est que il est pas, voilà, il est un peu cabossé, il n'a pas forcément toutes les cartes en main au départ, mais en tout cas, il fait sans cesse preuve de vaillance, et jamais il ne va abandonner face même à une certaine adversité, il faut bien le dire. Et c'est ça, je pense, qui touche chez lui. Alors ces liens, ces rapports avec sa fille sont très en effet attachants. Enfin, il y a eu des périodes difficiles, évidemment, il y a la crise de l'adolescence, on traverse des moments évidemment qui ne sont pas... Mais j'aimerais, si vous le permettez, lire un autre passage, page 51, où justement, il s'est dit que comme sa fille, évidemment, elle est plus jeune que lui, forcément, elle a peut-être une approche plus... d'une dextérité pour plonger au sein du smartphone. Peut-être que vous voulez lire, remarque, ce passage, où elle lui fait un peu un portrait de Romane à travers son... Elle lui explique que ça doit être un agent de la DGSE. Enfin bon, je trouve qu'il y a pas mal d'humour. Enfin, si vous... Bon, non, mais choisissez un autre passage, si vous voulez. Oui. Ou peut-être un autre passage sur le lien. Non. Si vous voulez, je lis. Moi, j'aime pas lire les dialogues. D'accord, je savais pas. Oui. Non, pardon, j'aurais dû vous le dire. Non, mais grave. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vous. Là, vous jouez bien. Vous interprétez tout. Moi, je sais pas faire ça. Je lis le début. Après, je vous le passe. Non, mais on a un autre extrait, si vous voulez. Où il n'y a pas de dialogue. C'est pas... non, en tout cas, sur la manière dont elle manipule. Elle manipule maintenant l'appareil avec une agilité d'horlogère. Geste précis, fluide, naturel. Ses pouces dansent sur l'écran. Le téléphone n'exige d'elle aucun effort de préhension ni d'adaptation et ne lui oppose aucune résistance. Elle avait 9 ans quand elle a tenu pour la première fois un smartphone entre les mains. Et à l'âge de 12 ans, parce qu'elle entrait en classe de 5e et commençait à effectuer seule certains trajets, il lui a offert son premier modèle. Pendant une dizaine de minutes, plus rien n'existe autour d'elle. Dans le silence,
Il n'y a plus que sa respiration concentrée, et soudain, il revoit la petite fille minutieuse, penchée pendant des heures sur des maquettes microscopiques que rien ne pouvait distraire. Elle soupire, s'esclaffe, marmonne, puis livre enfin ses premiers commentaires. Vous voulez enchaîner ? Non, c'est bon, on va éviter les dialogues parce que je pense qu'en effet... C'est dur. Non, et sinon, il y a un passage qu'on aurait pu choisir aussi où on sent leur grande complicité quand elle a eu à un moment donné, je ne sais pas, c'est à l'âge de... Vous l'écrivez, je ne sais plus à quel âge, ils ont décidé tous les deux de découper un peu l'existence en période, en époque, parce que ça renvoie à leur histoire personnelle à l'un et l'autre. Disons qu'il invente, comme effectivement, et pour des raisons qu'on apprend assez vite dans le roman, il se retrouve seul avec cette petite fille, il invente pour elle une manière de se raconter leur propre vie qui au démarrage est malgré tout faite de pas mal de galères. Donc en effet, il décide quand elle a 12 ans de nommer les périodes de leur propre histoire comme les ères géologiques ou les périodes historiques qu'elle a appris à l'école. Donc il y a par exemple l'ère des plombiers qui correspond à une période où ils habitent dans un appartement très vétuste, où ils sont sans arrêt confrontés à des problèmes de fuite, de chauffage, de fuite d'eau, de fuite de chasse d'eau, etc. Et où ils voient défiler un certain nombre d'artisans plus ou moins honnêtes. Voilà, c'est très autobiographique cette partie, je dois dire. Oui, l'ère des plombiers, c'est peut-être le cœur du roman autobiographique. Non, je plaisante, il y en a d'autres évidemment, mais non, là c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a connu avec mes enfants. Et donc voilà. Et puis ils surnomment leurs voisins, etc. Ouais. Il essaye en fait probablement d'introduire un peu de poésie dans leur histoire, de ce quotidien qui est assez dur. Ils sont dans un tout petit appartement au début, etc. Et puis il se rend compte aussi, et c'est ça peut-être que le téléphone va provoquer chez lui, qu'à un moment donné, il faut peut-être aller au-delà justement de cette mythologie familiale dont on a tous besoin d'ailleurs, je pense. Oui, des légendes familiales. Et en tout cas, le téléphone va l'obliger peut-être à aller un petit peu au-delà de ça. Avec une forme d'addiction aussi, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas s'empêcher quand même d'y retourner, quoi. Il rentre de son boulot, le soir, il est là un peu... Bon, il est dans cette période un peu de sa vie aussi, un peu de flottement, il est dans le roman s'ouvre là-dessus. Oui, le roman s'ouvre là-dessus, c'est pas un hasard non plus, donc... Oui, c'est-à-dire que probablement, à un autre moment de sa vie, il n'aurait pas accordé autant d'importance au téléphone, il n'aurait pas forcément passé autant de temps. Il y a quelque chose il en a bien conscience, d'assez addictif en effet, et peut-être il a échappé d'ailleurs à l'addiction à son propre téléphone en se jetant dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est parce que ça arrive à un moment un peu de vacuité, sa fille est partie, il va pas si mal, mais il va pas si bien non plus. Ça fait partie de ces moments, et je trouve d'ailleurs que ces moments-là, peut-être on les éprouve différemment depuis que le numérique est entré dans notre vie. À ces moments, on a vraiment ce sentiment d'être en attente de quelque chose, on a le sentiment d'attendre que quelque chose se passe, avec cette idée que quelque chose va se produire, qui va changer, inverser, en tout cas altérer le cours de nos vies. Et voilà, il est dans un moment comme ça. Et le téléphone arrive donc à point nommé, et peut-être qu'à un autre moment de sa vie, il aurait été plus occupé, il n'y aurait pas passé autant de temps. Vous écoutez Delphine de Vigan pour son nouveau roman « Je suis Romane Monnier », édition Gallimard, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 26 février 2026. Oui, c'est aussi un roman qui... Le côté intergénérationnel aussi. À un moment donné, il s'interroge. Quand on regarde un film, mettons, qui se passe dans le passé, il dit, mais quand il regarde un film dont le héros trépigne devant une cabine téléphonique ou une scène dans laquelle un téléphone en bakélite sonne en vain dans une maison vide, il se demande comment Léo, donc sa fille, peut percevoir ces images, si elle les ressent. Pour lui, la situation convoque immédiatement des souvenirs, des sensations. Pour elle, c'est juste la reconstitution fictive, voire folklorique, d'un passé qu'elle n'a pas connu. Assis sur le canapé, à côté de sa fille, il s'est souvent demandé si Léo, ou n'importe lequel de ses amis, pouvait réellement imaginer ces moments, ces états, si elle pouvait éprouver ce mélange de liberté, d'impuissance et de mystère, ne pas pouvoir joindre quelqu'un, être injoignable hors de chez soi.
C'est vrai que c'est tout à fait... Mais maintenant, ça nous paraît tellement bizarre. Moi, je sais que je me force là depuis quelque temps à sortir de chez moi sans mon téléphone. J'ai l'impression presque d'être toute nue. Je me sens tout d'un coup très vulnérable. C'est très étrange. Alors pour ma part, j'ai un âge qui fait que j'ai quand même beaucoup navigué dans la vie sans téléphone à une certaine époque. Et ça m'intéresse beaucoup de voir justement ce que les objets produisent et au fond, ce que j'essaye de décrire dans un passage comme celui-ci, c'est aussi la sensation, c'est-à-dire essayer de retrouver la sensation d'une forme de liberté malgré tout, de partir sans que les gens puissent s'étonnent de ne pas vous joindre parce que simplement vous n'êtes pas chez vous, donc vous avez je racontais ça l'autre jour à mes enfants, on nous appelait, donc on nous téléphonait, expliquais-je, on ne savait pas qui appelait. Donc, on était obligé. Alors, on décrochait ou pas, mais quand on décrochait, parfois on se disait oh merde. Bon, et voilà. Et donc, c'est des choses comme ça qui sont et pour moi, pour des gens de ma génération, j'aime bien caresser ces souvenirs. Ça m'amuse parce que c'est en effet toute une époque où tirer le téléphone, tirer sur le fil du téléphone pour pouvoir avoir un peu d'intimité, fermer la porte derrière soi pour en effet ne pas sortir de la journée parce qu'on attend qu'un amoureux appelle. Et de peur de rater l'appel, enfin voilà, des choses comme ça. Et c'est pas non plus pour romantiser évidemment tout ça, parce que le téléphone a de nombreux avantages justement par rapport à ça. Mais voilà, c'est juste essayer de décrire. En fait, ce qui m'amuse, c'est d'essayer de décrire ce que ça produisait chez nous, enfin chez les gens qui ont vécu ces temps-là, comme sensation, comme voilà. Ou de même que ce moment où on rentrait chez soi et on ne faisait rien. Éventuellement, on s'allongeait, enfin, on s'asseyait sur un canapé. On avait ce temps un peu de digestion de la journée. Où aujourd'hui, systématiquement, on empoigne son téléphone. Moi la première. Hein. Voilà. Et je trouve que peut-être dans 40 ans, dans 50 ans, il y a des romanciers qui raconteront la vie d'aujourd'hui, ce que c'est qu'avoir un téléphone entre les mains. Et ils raconteront ça à leurs enfants qui auront des puces implantées dans le cerveau en disant tu te rends compte qu'on avait des téléphones qu'on prenait dans notre main et que voilà, je trouve ça fascinant. Et le passage enchaîne, et bien sûr, il y avait des répondeurs téléphoniques. Ensuite, voilà. Et c'est vrai que c'est un moment donné, c'est important, où sa fille, justement, ce passage-là, lui demande justement, par curiosité, ce qu'il y a dans cette boîte à chaussures où il a conservé, on en a un peu parlé tout à l'heure, des photos, des textes, des choses qui comptent pour lui. Donc il y a cette espèce, elle a 12-13 ans à ce moment-là, je crois. Enfin bon, et voilà, elle a envie de... Ça, voilà, donc c'est cette opposition, toujours pareil, entre le numérique, entre le physique et le numérique qui rejaillit. Oui. Oui, et voilà, je suis curieuse de voir ce que seront les archives, nos archives, les archives de demain, et notamment des gens qui auront eu 15 ans, 20 ans aujourd'hui. C'est un livre qui est très profond sur un autre point, je trouve, c'est finalement un portrait. Enfin, vous tentez de saisir un peu l'époque contemporaine, parce qu'il y a les messages datés de 2025. Les derniers échanges sont bon. C'est un livre aussi sur le droit peut-être dans la vie de disparaître, de s'effacer aussi, un petit peu. C'est abordé aussi. Vous l'aviez déjà abordé dans vos précédents livres. C'est un livre qui fonctionne un petit peu, j'ai trouvé, en écho par moment, avec Rien ne s'oppose à la nuit aussi. Enfin, il y a quelque chose de leur rapport. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, voilà. Mais sur justement le droit à la disparition. Et un motif très important du roman, je trouve, c'est la vérité. Cette question finalement de la vérité. On sait qu'on est rentré dans une époque actuelle où est-il possible d'avoir... Et c'est vrai que ça transparaît à travers le film de Justine Triet, à un moment donné, Anatomie d'une chute, qu'évoque justement Roman dans ses échanges. Il y a plusieurs vérités. On ne sait plus où est la vérité. Et est-ce que c'est quelque chose que, d'entrée de jeu, quand vous avez commencé à écrire le roman, vous saviez que vous alliez aborder, ou ça a été un peu au fil de l'écriture ? Non, pour moi, ça faisait vraiment partie des directions, des axes directeurs, presque, j'ai envie de dire, du roman. J'avais cette idée parce que je construis beaucoup, je l'ai souvent dit, je construis beaucoup en amont l'architecture de mes livres, et celui-ci en particulier, puisqu'il y a en permanence ces échos entre la vie de Thomas et celle de Roman Monnier, entre ce qu'il découvre et ce que ça l'amène, lui, à revisiter dans une forme de
contrepoint comme ça permanent. Et donc il y avait cette architecture qui était très importante, et j'avais l'idée que à mesure qu'il avance dans le téléphone, qu'il effectue ce voyage, il aille vers de plus en plus d'intimité. Et je disais tout à l'heure que ça raconte aussi quelque chose de lui, la manière dont il procède, bien sûr, et peut-être d'ailleurs qu'à un moment donné, il va réussir à entrer, entre guillemets, dans une pièce du téléphone dans laquelle, je pense, elle n'avait pas prévu qu'il irait, enfin, qu'il découvrirait, qu'il trouverait ça. Donc ça, c'était pour moi, voilà, aller vers le plus intime. Et par ailleurs, avec cette idée que la question de la vérité sous-tendrait le livre comme une obsession de Romane Monnier. D'abord une obsession personnelle, familiale, j'ai envie de dire. Vous établissiez un pont avec Rien ne s'oppose à la nuit, et c'est tout à fait le cas dans le sens où finalement il me semble que la quête de Romane Monnier, elle n'est pas forcément très loin de celle que j'ai pu avoir moi quand j'ai écrit ce roman, où j'étais à la recherche d'une vérité familiale qui m'échappait, en faisant finalement, en enregistrant, alors je ne le faisais pas à leur insu, mais en enregistrant mes proches, les frères et sœurs de ma mère, etc., avec l'idée de tenter, évidemment, c'était illusoire, mais en tout cas, ce qui comptait finalement, c'était ce geste, c'était cette recherche de tenter de m'approcher de sa souffrance, de l'origine de sa souffrance, tenter d'expliquer le geste de son suicide, etc. Et finalement, Romane, pour de toute autre raison, est dans un moment où elle a grandi entre deux vérités totalement contradictoires, du drame qui a conduit ses parents à se séparer, et elle demande un peu des comptes, et elle se heurte, je dois dire, un peu comme finalement je m'y suis heurtée, au fait que au fond chacun raconte un peu l'histoire comme il a envie ou besoin de la raconter, et que parfois certaines vérités nous sont quand même très difficiles d'accès. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et donc voilà. Et puis voilà, j'avais assez vite imaginé que cette question de la vérité, qui devient assez, qui en tout cas prend beaucoup de place pour elle, la rendait peut-être plus particulièrement réceptive, poreuse à cette question qui nous occupe tous, me semble-t-il, aujourd'hui de plus en plus. Et j'ai l'impression que chaque jour, il en est de plus en plus question, à cette question, en effet, de la vérité des informations que nous recevons, et de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, qui est vraiment, me semble-t-il, un des traits absolument majeurs de notre époque, et je pense qu'on est qu'au tout début de cette histoire. Et donc voilà, que ça rejoigne, que chez elle, cette espèce d'hypersensibilité à cette question de la vérité rejoigne une dimension, me semble-t-il, importante de l'époque, pour elle et pour ses amis d'ailleurs, parce qu'il en est question aussi dans les conversations avec ses amis. Voilà, ça me semblait important, et j'aime bien de toute façon, et c'est quelque chose que j'ai souvent cherché, de tenter de partir de l'intime, de l'histoire intime de mes personnages, encore une fois de leurs sensations, pour aller vers quelque chose de plus universel, de plus sociétal, et finalement avec cette idée que c'est précisément parce que je pars des personnages que je vais réussir à mieux raconter quelque chose de l'époque que je ne saurais de toute façon pas forcément raconter autrement, à dire vrai. C'est toujours des personnages, c'est vrai. Ils sont toujours mis en avant au premier plan. Ouais. Et je parlais de la vérité, et donc je parlais aussi de ce droit aussi. Alors, il y a un moment donné, j'aime aussi bien une réplique, je crois que c'est Romane qui dit ça dans ses échanges sur son smartphone. Il rencontre dans la rue une personne qui a un comportement inapproprié. Elle dit, j'aime beaucoup les personnes qui ont des comportements, bien sûr quand ça reste du domaine, qu'il n'y a pas de violence derrière, bon là, elle précise, mais ce côté inapproprié, où ça me faisait penser à la chanson de Barbara, j'aime les gens qui doutent, enfin bon, qu'on cite souvent, mais c'est vrai que c'est Anne Sylvestre. Non, c'est Barbara, c'est Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, pardon, pour que Barbara. Autant pour moi. Anne Sylvestre, tout à fait, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Barbara, elle passe Anne Sylvestre, je le sais en plus, mais bon. Est-ce qu'il y a ce côté, justement, et l'hypersensibilité aussi, je trouve que c'est important dans cette perméabilité peut-être de Romane aussi. Disons que Thomas partage aussi. Oui, voilà, j'essaye de ne pas en dire trop parce que j'imagine beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu, mais oui, pour moi, c'est une jeune femme de son époque, rendue effectivement un peu particulièrement sensible à ce qui caractérise l'époque. Et je lui ai prêté sans doute un certain nombre de choses que je peux ressentir moi, avec cette idée qu'au fond, c'est pas
tant que ça une question de génération, qu'on est aussi assez unis finalement dans certaines de nos interrogations, de nos anxiétés, qu'elles ne sont pas si différentes. Voilà. Et les premiers, le livre est accueilli, enfin, vous avez un témoignage, j'imagine, vous faites actuellement pas mal de rencontres, j'imagine, et est-ce qu'à chaque fois c'est différent dans les échanges avec le public, ou est-ce que vous avez Thomas, donc visiblement, qui recueille tous les suffrages aussi, ce personnage? Non, bien sûr, c'est toujours différent. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de se déplacer, j'ai envie de vous dire, parce que d'abord, la manière dont vous m'interrogez n'est pas du tout la même que celle dont on m'a interrogée hier soir, ce qui est intéressant, heureusement. Et puis ensuite, quand j'espère que les gens poseront des questions sur ce livre ou sur un autre ou sur d'autres. Voilà, à chaque fois, c'est différent, oui, parce que... Et puis ça m'est vraiment... ça m'arrive assez souvent, je dois dire, que soit des lecteurs, soit une personne comme ça, comme vous, un modérateur ou une modératrice ou un journaliste, ou je parlais d'un universitaire, me renvoie quelque chose de mon travail qui m'amène à l'envisager différemment, ou qu'une personne dans la manière de m'interroger ou plus directement me questionne sur telle ou telle passerelle que il ou elle peut établir entre tel et tel livre, ou faire le lien entre tel et tel aspect. Et parfois, ce sont des choses qui sont conscientes, auxquelles j'ai pensé. Par exemple, les échos qu'il peut y avoir entre ce livre et Rien ne se pose à la nuit. Il y en a pour moi qui sont très conscients, et il y en a sans doute qui le sont moins. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles ça me semble intéressant de rencontrer les lecteurs. Et puis, on en parlait avant la rencontre, ça fait 5 ans que j'ai pas publié de roman. Mon précédent roman est sorti plutôt dans une période de Covid où il n'y avait pas du tout de rencontres en librairie. Donc en gros, ça fait à peu près depuis 2019 que je n'ai pas rencontrer comme ça, en tout cas sous cette forme-là, les lectrices et les lecteurs. Et c'est très intéressant aussi de voir, de visualiser que les gens qui me lisent, qui nous lisent, prennent corps, enfin un visage. Voilà, j'aime bien. Oui, donc elle fait allusion à un moment donné justement à Justine Triet, Anatomie d'une chute, donc romane. C'est dans un échange qu'elle a justement avec, je crois que c'est sa psychologue avec qui elle échange. Il y a donc un silence. Je pense à une interview de Justine Triet. Vous voyez qui c'est? La réalisatrice d'Anatomie d'une chute. Oui. Vous l'avez vu, le film? Oui. J'imagine que vous ne pouvez pas me dire ce que vous en avez pensé. Ça ne fait pas partie du protocole, puisqu'elle est dans un échange avec sa psy. Je l'ai beaucoup aimé. Et vous? J'ai adoré. Un jour, il y a un moment, j'avais entendu cette interview à la radio où elle parlait de la vérité. Et ce qu'elle avait dit, ça m'avait complètement bouleversé. Enfin, bouleversé, ce n'est pas le mot, ça m'avait atteinte. Quand quelqu'un met en mots ce qui nous occupe, ce qui nous habite, c'est parfois une douleur et un soulagement. Et après un silence, je m'arrête ici. Et après, c'est cette question justement des différentes vérités. Voilà, vous avez très bien dit la vision de la mère, quand en effet elle interroge ses parents, l'interprétation du père, enfin il y a des versions différentes. Enfin, oui. Et cette idée que de nommer les choses, c'est... souvent, c'est important pour moi. Ça fait partie aussi de mon travail, de tenter d'élucider, de nommer les choses avec cette idée que ça peut, si moi j'éprouve le besoin de les nommer le plus précisément possible, c'est que ça peut rencontrer chez les lectrices et chez les lecteurs un besoin. Mais pour revenir sur cette oralité, j'en profite pour vous dire que parce que il y a eu un livre audio qui maintenant d'ailleurs n'est plus un livre, qui est un fichier audio qui a été créé, qui a été en même temps que le roman, par Écoute et Lire. Donc, c'était une aventure assez incroyable, parce que d'habitude, donc en général, c'est un comédien ou une comédienne qui lit le texte. Et là, compte tenu de la forme du roman, ils ont eu envie de faire intervenir plusieurs personnes. On est 9 à lire le texte. Et donc, il y a une narration principale qui est lue par un comédien formidable. Et puis, il y a quelqu'un qui... interprète, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est évidemment pas du théâtre, Romane Monnier, ses parents, les amis, etc., pour que tout ça prenne vie, un peu comme le téléphone prend vie. Et donc, ils m'ont proposé, moi, de participer à ce projet. Et ils m'avaient proposé, d'ailleurs, dans un premier temps, d'interpréter la mère de Romane Monnier. Mais là, ça me semblait, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, ça me semblait une partition trop complexe pour quelqu'un qui n'est pas... moi qui ne suis pas comédienne. En revanche, je joue la psy.
Et voilà, je lis la psy. C'était une super expérience. Et c'est une comédienne de la Comédie Française qui s'appelle Elissa Aloula qui lit, interprète Romane Monnier, et elle est formidable. Vous avez écrit en plus, Delphine de Vigan, une pièce de théâtre en 2024. Donc je pense que vous parliez du rapport à l'oralité, à ce côté à mettre en scène, donc j'imagine qu'il y a peut-être pour vous peut-être une piste qui s'ouvre. Oui. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Non, elle est déjà un petit peu ouverte. Mais c'est vrai que oui, de toute façon, je le dis souvent. Mes romans souvent ont des formes, adoptent des formes très différentes, et j'aime bien explorer des choses, et j'aime bien cette idée de mélanger les genres, de tenter des formes d'hybridation entre le roman, le théâtre, éventuellement le roman, le cinéma, etc. Et ça faisait longtemps que je tournais autour du théâtre. Je pense par exemple à un texte qui s'appelle Les Gratitudes, qui est apparu maintenant il y a un petit moment, 2019, oui, qui finalement n'est composé que de dialogues et de monologues. Et à ce moment-là, je pense que je n'avais pas osé me dire je me lance, j'écris une pièce. Donc j'ai trouvé cette forme un peu à la fois romanesque et théâtrale. De fait, l'ouvrage a été très vite a fait l'objet d'adaptations au théâtre, et notamment il y a eu une très belle adaptation qui a tourné d'ailleurs un peu en province et qui est restée pendant 2 ans à Paris avec Catherine Yegel. Et puis j'avais travaillé aussi sur l'adaptation d'une partie de Rien ne s'oppose à la nuit pour le studio de la Comédie Française. Enfin voilà, petit à petit, à petits pas, je me suis approchée du théâtre jusqu'à en effet écrire une pièce, une vraie pièce si je puis dire, avec 8 personnages qui rentrent, qui sortent, etc. Et que j'ai publié parce que 24, les figurants. oui, voilà, les figurants, ouais. Et personne ne m'avait rien demandé. Je l'ai publié, et en me disant, avec un peu de chance, ça intéressera quelqu'un. Et oui, ça a été le cas. Ça a intéressé à la fois un théâtre et une metteuse en scène. Et donc, ça va être créé par Valérie Donzelli à Avignon en juillet. Voilà. Ouais. Oui. Bravo. Ouais, c'est Bien. chouette. Oui, c'est chouette. Et vous auriez envie de continuer un peu oui, j'aimerais bien. L'écriture théâtrale, Oui, j'aimerais bien. C'est vraiment une forme qui me plaît beaucoup. Autant d'autres genres littéraires me semblent inaccessibles, autant c'est vrai que le théâtre, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ce roman, en effet, comme vous l'avez très bien dit, hybridation. C'est vrai que c'est un peu un mélange comme ça de dialogue, de monologue. Enfin, on l'a dit, de différents langages. Voilà. On va passer la parole au public, Delphine de Vigan, si vous voulez bien. Avez-vous des questions, des remarques? Une main se lève, oui. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Laure et j'ai une question par rapport à la façon dont vous écrivez et dont vous créez vos personnages. Vous avez mentionné que, par exemple, L'Air du plombier, c'était quelque chose d'autobiographique. Et comment, en fait, vous faites de vos personnages des gens différents de vous? Comment est-ce qu'ils ne sont pas qu'une extension de vous, de votre expérience de vie? C'est une question très, très intéressante, et d'une certaine manière que je continue de me poser à moi-même, et je suis en permanence. Enfin, très souvent, je me questionne sur qu'est-ce qui nourrit les personnages, d'où ils viennent, pourquoi un homme, pourquoi une femme, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Alors oui, bien sûr que quand moi je me définis plutôt comme une écrivaine de fiction. J'ai écrit 2 romans qui sont clairement biographiques ou autobiographiques. Le premier, Jour sans fin, et Rien ne s'oppose à la nuit. Mais pour le reste, mon travail est un travail essentiellement de fiction. Mais la fiction, elle ne se nourrit pas de rien, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient bien sûr du matériau dont on est fait, d'une sorte de sédimentation, d'ailleurs je ne sais pas très bien quoi, qui va nourrir à la fois la narration, les personnages, de manière consciente et inconsciente, parce que je suis sûre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dont on n'a pas forcément conscience au moment où on écrit. En tout cas, pour ma part, ça m'est arrivé assez souvent de prendre conscience de certains aspects du livre, du roman en cours, voire du roman publié après coup.
Et donc, par exemple, alors oui, il y a plein de petits détails, des petites anecdotes, des petites choses qui viennent de choses vécues ou observées. Les romanciers sont des vampires, c'est vrai. Et alors moi, en général, quand c'est vraiment très manifeste, je demande l'autorisation. Si vraiment j'utilise quelque chose qu'on m'a raconté, je vous raconte une anecdote pour nous. C'est quelque chose qui apparaît dans No et moi. Un jour, donc il y a bien longtemps, je dînais chez des amis avec un romancier et une femme raconte quelque chose, une des convives raconte une anecdote qui concernait son enfance. Et là, on s'est regardés tous les deux et on dit « Ah, je le prends. C'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. » Mais c'était, voilà, il y avait beaucoup de poésie dans ce qu'elle racontait. Et tous les deux, on a pensé, mais c'est génial, faut mettre ça dans un livre et tout. C'est moi qui ai gagné. Et je sais plus si je l'avais dit en premier, mais en tout cas, disons que c'était une amie plutôt de mon côté. Donc, et voilà. Donc, non, dans ces cas-là, bien sûr, quand c'est très évident, je le dis. Et puis ça va être à la fois, oui, sans doute, là par exemple je peux dire qu'il y a une part de Romane Monnier, une part de Thomas, des sentiments, encore une fois des sensations que je leur prête, qui sont finalement très personnelles, qui sont des choses que j'ai pu ressentir, comment ce que Thomas éprouve, enfin j'essaie de ne pas en dire trop, pardon pour ceux qui n'ont pas lu, bref, donc mais c'est aussi parfois le contraire de soi, c'est aussi une manière d'explorer peut-être une part sombre vers laquelle on n'est pas allé, par exemple. Si je reviens à ce personnage de Thomas, je l'ai déjà dit, donc, et puis de toute façon, ça arrive assez vite dans le livre, il a donc élevé cette petite fille qu'il n'avait pas du tout désirée, qui lui est tombée dessus vraiment comme un météorite. Et donc, ça m'a intéressé de développer cette question d'une paternité pas si évidente, et comment on fait avec un enfant quand on n'en a pas eu vraiment l'intention, etc. Or, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. J'avais un désir d'enfant qui était très, très fort depuis très longtemps, etc. Donc, c'est quelque chose qui, au contraire, m'était étranger et que ça m'intéresse aussi d'explorer. Et voilà, c'est souvent, on navigue un peu entre tout ça. Et comme je le disais, je crois vraiment qu'il y a aussi des choses qui traversent de manière inconsciente les romans qu'on écrit. Et je vous donne un autre exemple où c'est quand j'écrivais Les Loyautés. Donc, c'est deux jeunes garçons qui ont 13 ans, qui sont au collège et qui s'alcoolisent de manière vraiment inquiétante, avec une espèce de recherche comme ça d'inconscience, de perte de perdre pied. Et puis on les suit tous les deux. Et puis deux femmes, une femme qui est professeure de SVT, qui comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans comprendre exactement quoi, et la mère d'un des jeunes garçons. Et j'alterne ces quatre voix. Et donc, c'est un texte que j'ai écrit, alors là aussi, ça dépend vraiment des romans, mais avec vraiment une sorte d'élan, comme ça, qui me propulsait vers ma table tous les jours avec une certaine conviction, ce qui n'est pas toujours le cas. En général, je suis plutôt du côté d'Anne Sylvestre et du doute. Et donc, et puis, à mi-chemin, à peu près, tout d'un coup, j'ai été prise un peu de doute en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de fabriquer, etc. Et j'ai demandé à mon compagnon, je lui ai dit, est-ce que je peux te lire les je sais pas, 20, 30 premières pages à voix haute? Tu me diras ce que tu en penses. Ce que je fais, habituellement, je ne fais pas. Et en lisant le texte à voix haute, mais là, tout d'un coup, c'est comme si je comprenais, comme si je ressentais physiquement d'où venait en fait ce texte, de quelle part enfouie de moi-même, de mon histoire, de voilà. Et là, tout d'un coup, je vraiment, pour dire la chose, je me le suis pris en pleine figure. Et alors que j'avais pas du tout, pour moi, il y avait rien d'autobiographique dans tout ça. Et d'ailleurs, de fait, dans l'histoire elle-même, il y a rien d'autobiographique. C'est juste que ce qui a nourri ce texte, bien sûr que c'est quelque chose finalement de très viscéral, et c'est souvent le cas. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le fait d'écrire ce livre avait changé votre relation avec votre téléphone et aussi si vous aviez eu comme projet de changer notre relation avec notre téléphone. Oui, pour ma part, j'avoue que ça a un petit peu changé ma relation avec mon téléphone, dans le sens où je suis
peut-être plus vigilante que je l'étais. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, hein. Mais en tout cas, j'essaye de tenir un peu plus mon téléphone à distance parce que je me rends compte vraiment qu'au cours des 5-6 dernières années, mon téléphone a pris une place beaucoup plus importante dans ma vie et qu'il y a des petites barrières qui sont tombées. Donc j'essaye de récupérer un peu de terrain, on va dire, sur le téléphone. Ça marche plus ou moins. Mon téléphone, je pense, était un peu vexé que je parle beaucoup de téléphone parce qu'il me fait des trucs très bizarres en ce moment. Ah oui. Et je racontais ça à une amie qui m'a dit mais tu te rends compte que tu parles de ton téléphone comme d'une personne. Et j'ai dit bah écoute oui, en tout cas il fait des dingueries, voilà. Et non, j'avais pas du tout l'intention d'éveiller qui que ce soit ou enfin de la conscience de qui que ce soit. C'est pas du tout comme ça que je me positionne. Voilà, encore une fois, ça part beaucoup plus d'interrogations personnelles, de fragilité personnelle et je ne prétends pas. Maintenant, j'aime discuter quand les gens me disent bah oui, moi je me suis rendu compte que peut-être si, peut-être ça. Je dis pas très bien, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que je trouve par exemple que le téléphone nous éloigne quand même très significativement de la lecture des livres. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a encore, je sais pas, une petite dizaine d'années, les gens disaient les séries, ça va, on va arrêter de lire à cause des séries. Je disais non, mais les séries, rien du tout. Au contraire, les séries entretiennent notre goût pour la fiction. Mais le danger, c'est le téléphone. Et c'est vrai, moi aujourd'hui, c'est beaucoup le téléphone qui, je fais un effort pour me dire, je pose mon téléphone et je n'y reviens pas et je n'ai pas besoin de vérifier dans une demi-heure si justement il s'est pas passé un truc fou. Et je peux tout à fait me concentrer sur ma lecture. Et ça, c'est un effort. Et donc voilà, tant mieux si peut-être, et c'est vrai que ça m'a été dit par certaines lectrices ou lecteurs, certains lecteurs, que ça les avait interrogés sur leur propre utilisation du téléphone. Oui, et je m'en réjouis, mais je ne prétends pas, si vous voulez, moi j'ai pas de leçons à donner, c'est pas comme ça du tout que je me positionne. Et chacun a son usage absolument, personnel absolument. Et très différent de son téléphone. Voilà. D'autres questions ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Delphine de Vigan. Je suis Romane Monnier chez Gallimard. Vous venez d'écouter Delphine de Vigan autour de la publication de son nouveau roman « Je suis Romane Monnier » lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 26 février 2026 et réalisée et mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.